écouteurs d'Envol. Je m'appelle Gilles Lessard, je suis votre agrume pour Entre Agrumes Amis. Et aujourd'hui, mon ami, c'est mon cher Gabriel Toua. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Gilles, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Good. Comme d'habitude, on a notre gérard des machines, le gérard des machines, Christian Diby, qui est bien plus qu'un gérard de machine, mais c'est ça le titre qu'il m'a donné, fait que c'est le titre qu'on va Dans jouer cette avec. émission, je gère les machines. C'est ça. Alors, Gabriel, comment ça va aujourd'hui? Bien. Parfait. Je sais pas si tu connais le format de l'émission, mais on va commencer avec un petit recap la semaine passée. T'étais-tu là au match la semaine passée? Non, je l'étais pas, donc raconte-moi ça. En plus, on va en profiter pour prendre des nouvelles. Parfait. De ce qui s'est passé vendredi. Mais ça me surprend parce que il me semble que c'est très rare que tu manques un match. Oui, effectivement. Moi, je coordonne environ le tiers des matchs, puis une fois sur 5, je suis également arbitre. Fait que j'ai souvent l'occasion d'être à la lime, puis j'y assiste avec beaucoup de bonheur, même en tant que membre du public. Puis ça s'avérait juste vendredi passé que j'avais d'autres plans, puis Éric Plamondon a été généreux pour prendre ce vendredi-là. Ben c'est ça pour qu'on ait une équipe, hein. Oui, il y a du monde qui prennent la relâche. Oui. Et puis t'as touché du fait que t'es arbitre, puis on va en parler absolument après notre petit recap. Mais la semaine passée, c'était les Bleus contre les Rouges, si je me trompe pas. Mm-hmm. Et puis tu sais quoi, si je me trompe, dans le segment vrai ou faux la semaine prochaine, on est certain qu'on va se rattraper. C'est une victoire, on s'en fout. Et puis c'était un match drôlement. L'effet de la foule, la semaine passée, la foule il n'y avait pas autant que d'habitude. Et puis on sait à quel point ça peut jouer dans le jeu même des joueurs. Puis je suis certain que toi aussi tu ressens ça comme arbitre. Oui. À quel point que quand t'as une foule vraiment engagée, puis t'as du monde en masse. Ça aide à vraiment, mettre les batteries dans le petit lapin Energizer. Ben, pas rien que ça, mais moi, je me souviens très bien de l'époque où, quand moi, j'étais adolescent puis que j'assistais à la lime, où il y avait parfois plus de joueurs que de public. Ah! Fait que, moi, j'ai connu pas mal toutes les époques à ce niveau-là, ou tous les niveaux de public possibles. T'sais. Génial. Pis c'est pas pour rien que je pense que les joueurs... ça va pas leur déranger que je leur dise ça, mais la plupart des gens sont seulement compétitifs pour un match. Ça, c'est la demi-finale. Ah oui. Parce que c'est la question de qui ira en finale. Tout le monde s'en fout de qui va remporter la finale. Oui. Mais on adore jouer en finale parce qu'on est dans la salle Pauline-Boutal puis devant un public de 300 personnes. Puis ça, c'est électrisant. Absolument. Tu as absolument raison. Génial. Mais ça, c'était le recap la semaine passée. Génial. Ça passe vite, hein. Là, on va passer dans le segment vrai ou faux où on aide, moi, le cher agrume. Oui. Tu sais, à réparer ses petites lacunes par rapport à sa connaissance avec l'impro. Vrai ou faux, Gabriel Touga, il y a 3 périodes exactement comme le hockey. Dans la bonne question. C'est faux. C'est faux. Il n'y a que 2 demi. Il n'y a que 2 demi. À l'improvisation. Alors, c'est plutôt comme du football. Oui, ou n'importe quel autre format qui a 2 demi. Beaucoup de spectacles artistiques ont une entrée. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, vrai, ont deux moitiés avec une pause pour aller se rafraîchir, faire le plein, faire le vide, comme on dit. C'est ça. Oui. Est-ce que tu vois un jour où on se rapproche plutôt du hockey et puis qu'on rajoute de la glace et 3 périodes au lieu de 2 demi, ou est-ce que... Oh, j'adorerais voir de l'improvisation sur glace. ça serait génial. 3 périodes, certainement. Je pense que on pourrait imaginer un format un peu plus long aussi. Je pense qu'une pause dans un spectacle de 2 heures, c'est suffisant. Oui. Si jamais c'était plus long que ça, dans ce cas-là, peut-être on ferait comme 3 périodes de 40 minutes ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il y a zéro plan du CCFM de changer le format à l'heure actuelle. Mais je sais qu'il y a déjà existé des événements comme les 24 heures d'impro. Ah oui. Puis ça prend plus d'une pause. Oui. On comprend quand même pourquoi. Et donc, et qui sait, il y a peut-être des événements comme ça qui pourraient s'organiser à l'avenir aussi. Génial, génial. En parlant d'entracte, l'autre jour, j'ai supplié ma blonde Julie pour regarder Barry Lyndon, un film de Stanley Kubrick. Okay. Et puis j'ai dit, Julie, souvent elle s'endort au film. J'ai dit, Julie, ce soir on regarde le film en entier. Et puis, tu sais, Christian qui est déjà. les deux on est là, puis on regarde ça, puis waouh, c'est bon, puis tu sais, ça s'allongeait, et puis les deux on était un peu fatigués. Puis ensuite, l'écran devient noir, puis on dit c'est la fin, puis ça dit entracte.
Puis les deux, on s'est dit, wow, OK, là, ça, c'est un genre de Ben-Hur, tu sais. Faut le garder en deux parties. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui disent ça serait cool d'avoir des entr'actes au cinéma. Yeah. Les films sont devenus de plus en plus longs, tu sais, des 2h30, virés presque sur 3 heures. Puis je pense que ça serait tout à fait normal d'avoir un entr'acte dans un événement comme ça. Puis ça permet les gens de juste moins se fatiguer. Puis encore une fois, faire le plein, faire le vide. C'est ça, exactement. Oui. Bon, on a parlé de le segment vrai ou faux. Là, on est rendu au segment de l'ami. Alors, Gab, parle-moi de toi. Tu as expliqué il y avait un temps où il y avait même plus de joueurs que la foule. Oui. Ça, dans les années, je sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Fin 2000. Mais OK. Oui. Peux-tu m'expliquer ton parcours à l'impro? Et puis, d'où ça vient? Est-ce que tu as joué à la liste? Est-ce que la liste existait à ton temps? Oui, tout à fait. Okay. Moi, j'ai grandi à travers de l'improvisation. Mon père, Daniel Touga, et mon oncle, Martial Touga, en faisaient. Puis moi, j'étais un de ces jeunes enfants-là dans le canot, on était un groupe d'enfants de l'impro, comme des enfants de membres de famille, des neveux, des nièces, etc. Les Rémiard étaient là, Mathieu Rémiard, Daniel Rémiard. Okay. Et puis, on était un groupe de jeunes entre genre 3 à 14 ans, tous mineurs dans ce bar francophone-là, un vendredi soir, ou peut-être même c'était un autre soir de la semaine à cette époque-là. Fait que moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Moi, j'ai commencé, je pense que j'ai fait comme 1 ou 2 ateliers avec Jean Fontaine et Donald de Gaulle à l'école élémentaire. De façon parascolaire. Moi, je suis allé à l'école Taché, mais ces ateliers-là se donnaient à l'école Précieux-Sang. Puis après ça, nous autres, on était tellement fanatiques de l'improvisation, puis on assistait à la liste assez régulièrement quand on avait genre 10, 11, 12, 13 ans, mes amis puis moi. Puis on était tellement impatients pour la liste qui commence à l'âge de 14 ans en 9e année qu'on a créé, avec l'aide de notre prof de français au Collège Ouriel, la LIPS, la Ligue d'improvisation présecondaire pour les 7e, 8e. La LISP. La LIPS. Non, la LIPS. Oui, LIPS, exactement. La Ligue d'improvisation présecondaire, qui a pas mal juste duré notre temps, puis ensuite 1 an de plus. Comme nous, on a entraîné en 9e année les 7e, 8e. OK, oui. Puis après ça a arrêté après nous autres. Mais c'était notre façon de déjà commencer à faire de l'improvisation. Wow. Puis ensuite, j'ai fait 4 ans de liste, essentiellement. OK. Yeah. Fait qu'à un temps, il y avait 3 ligues d'impro Manitoba qui existaient. Il y avait peut-être même plus que ça, dans le sens que je pense qu'il y avait comme une ligue semi-universitaire, comme il y avait pas mal d'improvisation qui se faisait à cette époque-là. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait le parcours assez habituel pour des gens de l'improvisation. J'ai fait 4 ans de liste au Collège Ouriel. C'était magnifique. J'ai rencontré tellement d'amis. J'ai des vraiment beaux souvenirs des camps d'improvisation à l'école Lagimodière, où on se ramassait tous au début de l'automne. On couchait là dans les classes de maternelle. On s'assoyait dans les tout petits sièges. Puis après ça, j'ai fait 1 année de LIM. OK. Comme joueur. Oui. J'ai, à l'âge de 18 ans, j'ai trouvé la transition vraiment difficile. OK. Puis j'étais trop analytique à cette époque-là. Puis je me suis dit, non, je veux devenir number 1 fan de la LIM. Puis je suis retourné dans le public de façon hyper assidue pendant plusieurs années. Après ça, j'ai pris comme un recul de la LIM pendant 5-6 ans, puis post-pandémie, je sentais vraiment que comme il fallait que je reconstruise mon cercle social de façon beaucoup plus comme consciencieuse. Ouais. Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je pourrais essayer d'arbitrer. J'avais jamais fait ça avant. Ouais. J'ai demandé à Derek Bentley, qui était coordinateur à l'époque, il est toujours co-coordinateur. Et puis depuis ce temps-là, j'arbitre une fois de temps en temps, puis j'adore ça. Alors, cette transition de spectateur assidu à arbitre, ça s'est passé tout récemment, me semble. Il y a 2-3 ans. Oui, janvier 2024, c'était mon premier match. C'est ça. Ouais, en remplacement d'une maladie. Parce que je pense que je me rappelle pas peut-être de ton tout premier match, mais je me rappelle de ta première saison comme arbitre. Oui. Et puis aussi, c'était une saison incroyable, me semble. T'avais Merci. t'avais vraiment des bons thèmes. Et puis, on dirait que t'as vraiment apporté cette idée
d'une histoire continue par rapport à ton fameux village. Oui. Saint-Hyacinthe-sur-Pérenne. C'est ça. Oui. Oui. Donc, en quelques mots, je m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'une fusillade qui habite un univers commun. Parce que là, les joueurs ont encore plus de matériel sur lequel tirer dans leurs improvisations spontanées de 30 secondes. Pour ceux qui savent pas, une fusillade, c'est chaque improvisateur, généralement sur un différent thème, doit improviser une improvisation solo de 30 secondes. Et puis, j'aimais beaucoup cette idée-là que toutes ces improvisations-là aient lieu dans le même village. Puis qu'il y ait des références entre les improvisations aux événements qui se sont passés il y a 1 minute dans l'improvisation d'il y a 3 joueurs, genre. Puis c'est un format qui marche super bien, puis j'essaie de sortir ça 1 ou 2 fois par saison parce que les gens sont toujours ravis de le voir puis qu'on joue dedans. Ouais, c'est génial. Puis je pense qu'en général, ça fait en sorte que il y a des catégories, comme on sait, comme on sait ou peut-être on ne sait pas, à la limite, on se fait donner un thème, ensuite une catégorie. Et puis il me semble que les fusillades, on les voit pas souvent. Oui, et d'accord. Puis, personnellement, je suis un gros fan parce que t'as un 30 secondes, tu fais ce que tu peux, puis ensuite, après, tu sais, si ça flanche, sinon, ça fonctionne. Alors, c'est vraiment un format vraiment le fun. C'est quoi ton processus mental qui rentre dans une fusillade pour toi? Comment est-ce que tu approches ça mentalement dans la bande quand tu embarques pour faire tes 30 secondes? Ouais, bonne question. Je pense que j'ai eu un changement il y a peut-être 3-4 ans où j'ai décidé de me donner une limitation physique. Alors, il y a une fusillade que j'ai faite que je m'appelle bien. J'ai décidé que j'avais pas de bras. Et puis, c'était une fusillade où le joueur précédent de l'autre équipe imposait le thème. OK. Et puis, Maryse, elle sentait mal quand elle dit, je me sens mal, mais bouteille d'eau. Okay. Dans ma tête, j'ai dit, mais c'est parfait. Parce que là, j'étais un joueur j'étais quelqu'un qui avait tellement soif, mais avec 100 bras, pouvait pas. Incroyable. Tu sais, il y avait un verre d'eau devant lui, puis une bouteille d'eau, je veux dire, devant lui, puis il pouvait pas boire son eau. Alors, fait que ta décision d'imposition physique arrive même avant que tu te fasses donner le thème. Oui, exactement, ouais. Fait que c'est une contrainte créative dans laquelle tu patauges. Oui. Lorsque tu reçois cette consigne-là. C'est ça l'idée, ouais. Mais il me semble que la table s'est renversée. C'est Gab, c'est toi mon invité. Comment ça qu'on parle de moi? Des formations professionnelles de réalisateur. Gab, je veux savoir par rapport à, parce que la semaine passée, c'était Stéphano qui est ici. Okay. Et puis lui, dans son jour à jour, son travail, c'est carrément pas du tout à faire avec l'improvisation. Oui, genre, il est fonctionnaire. Oui. Toi, comme job, pour le monde qui connaisse peut-être pas, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est vraiment un job créatif. Oui. Est-ce que tu trouves que faire de l'arbitrage, c'est une continuation un peu de ton énergie créative et puis que tu arrives à parce que c'est clair que est-ce que peut-être à l'ouvrage, tu n'arrives pas à complètement exercer ta créativité, alors tu as besoin de piger à haute part pour continuer, c'est tout ça? Je dis souvent, Gilles, que arbitrer, c'est comme une des seules ou une des instances dans ma vie où j'utilise vraiment toutes mes capacités en même temps. Ouais. Pour ceux qui savent pas, je suis réalisateur de documentaires dans la vie, surtout pour la télé, surtout en français. Et c'est effectivement, moi j'ai l'immense privilège que la création, la créativité, l'art fassent partie régulière et intrinsèque de ma vie. Et donc, la lime, c'est pas une soupape pour ça, de la façon que ça l'est pour beaucoup d'entre nous qui sommes vendeurs de légumes ou comptables ou professionnels de la santé. Mais c'est sûr que la façon que moi je décrirais l'arbitrage, c'est mi-maître de cirque, mi-metteur en scène, mi-animateur de talk show. Je sais qu'on est déjà rendu à 150%. C'est ça, oui, je t'ai pas dit. Ça fait beaucoup de demi. Mais ce que c'est pour moi, chaque match est un album. Ouais, OK. Il y a un pacing, il y a un flow, il y a une courbe sinusoïdale énergétique là-dedans. Et puis, de créer différents moments à l'intérieur de ça. Et surtout, c'est une série de contextes. Et ensuite, c'est les interprètes qui infusent toute la signification à l'intérieur de ce contexte-là, à travers leurs improvisations. Fait que moi, toute la semaine, je suis comme, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, tu sais, en écrivant mes thèmes ou mes concepts ou quoi que ce soit. Fait que
Je pense que mais ce que ça me rapporte surtout, c'est le documentaire, c'est un processus très long. Oui, OK. C'est un processus de gratification repoussé et repoussé oui, et repoussé. Okay. Je viens de terminer un projet que ça fait genre 3 ans sur lequel je travaille. Puis là, je ressens une immense satisfaction, mais pendant, c'est pas mal complexe. À l'improvisation, on le ressent pas mal immédiatement. Oui. C'est l'idée même, ensuite la réaction immédiate du public, ou c'est une réflexion qu'on a eue genre un mercredi, puis on se dit « Ah, ça serait un bon thème », puis le vendredi, on peut le mettre en action. Ouais, okay. Fait que ça me donne un peu plus de ces petites victoires progressives-là que l'art peut nous donner quand c'est un peu plus spontané, quand c'est un peu plus immédiat, puis ça me l'a apporté à ma vie, certainement. Wow. Il y a tellement de choses à quoi t'as touché que j'aimerais qu'on s'en parle. On va avoir une petite pause musicale. Vite, soupape, mon mot préféré de la vie. Deuxièmement, un match d'impro, c'est un album. Wow! Alors, on va peut-être, petite pause là, je vais passer au gérard de machine, mon cher Christian. Et puis, t'as quoi pour nous aujourd'hui, Christian? Eh ben, aujourd'hui, pour la pause, j'ai une musique qui s'appelle Les Jolies Petites Choses, parce que les agrumes et les amis, c'est de belles petites choses. Ah, génial. Et donc, on part avec Joyce Jonathan pour Les Jolies Petites Choses. Parfait. Magnifique. Les petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie, ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Les petites jolies choses, parfois on ne les voit plus. C'est la vie en prose, un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses. Si c'est pour la bonne cause, au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Les petites jolies choses, ça sent le café au petit matin et le pain grillé, c'est bonheur qu'on voit pas, mais qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore, un joli souvenir juste quand on s'endort. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses. Si c'est pour la bonne cause, au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Il y aura toujours de grands malheurs. C'est pas les médailles, c'est pas les honneurs. Même s'il y a de grands combats qui s'imposent, qu'on n'oublie pas de faire une pause pour ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses. Si c'est pour la bonne cause, au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Les petites jolies choses. Wow, des petites jolies choses. Wow, génial. Quelle belle chanson. Christian, t'as toujours une chanson, tu sais,
Toujours. Évocatrice. Ben, c'est ça, merci. Merci, Exactement. Gabriel. Puis Gabriel, t'as toujours les mots à serrer. Oh, je me sens toujours le contraire. Fait que je suis content qu'on se complémente là. Justement, c'est le professionnel dans la matière, et dans la matière, faut toujours trouver les choses qui sont liées les unes avec les autres. Oui, Faut pas sortir du contexte. Donc, on est dans les petites choses et dans les belles choses, et donc on reste dans les belles petites choses. Ouais. Ben, retournons si on reste dans les petites choses, parlons des petits éléments qui font en sorte que l'impro, on pourrait dire, pas existe, mais fonctionne. Gabriel Tougga, c'est quoi ton élément d'impro, ton concept que tu aimerais discuter avec nous aujourd'hui? Ben, je veux dire, il y en a tellement, puis je suis justement en train de travailler un projet sur ce que l'impro nous enseigne sur la vie. Mais je vais en fait me prêter directement à mon rôle, qui est celui d'arbitre. Ouais. Puis je m'intéresse beaucoup aussi à comment les contraintes favorisent la créativité. Puis il y a deux grandes formes de contraintes dans l'improvisation telle que je le vois. Il y a l'espace du carton, c'est-à-dire le thème, la durée, la catégorie, le nombre d'interprètes, le format comparé ou mixte. Et après, il y a aussi l'environnement des règlements et des pénalités. OK. T'sais. Puis ça peut... D'abord, je veux dire, la raison d'être des pénalités, je soupçonne, c'est aussi parce que c'est une parodie du hockey. Oui. On se demandait à l'époque de la création de ce format-là, il y a des pénalités au hockey, quelles pourraient être nos pénalités? Oui. Mais fondamentalement aussi, ces pénalités-là favorisent un jeu plus intéressant, plus réfléchi, plus recherché que ce qui pourrait être nos premiers instincts. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans un domaine artistique, ou je veux dire qui ont la créativité à cœur, qui la pratiquent dans une forme ou d'une autre dans leur vie, bénéficient énormément d'une contrainte quelconque pour juste limiter le champ de possibilités. Sinon, ça pourrait être infini. Ouais. Donc, déjà, c'est plus étonnant de voir des gens improviser ou créer un récit de toutes pièces devant nous sur un thème qui est imposé, plutôt que chaque fois on dise « OK, vous avez 3 minutes, faites n'importe quoi. » T'sais, déjà, ça, c'est plus intéressant d'un point de vue du public, et c'est plus intéressant pour les interprètes. Sinon, on pataugerait peut-être dans les mêmes eaux à l'infini si on n'avait pas de thème. Mais là, après ça, des pénalités, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça existe pas vraiment ailleurs, ce format-là, dans du sketch ou dans le théâtre ou dans le film, de la même façon. D'autres arts de performance, de se dire que comme on se ferait pénaliser si on fait un choix créatif quelconque. Oui. Mais ça crée des balises, ça crée des normes, ça crée des contraintes créatives intéressantes il faut qu'on joue juste à l'intérieur de cette aire physique ici, à l'intérieur de la bande. Sauf quand on peut en sortir. Ben oui, exact. On peut seulement envoyer une personne dans cette mixte ici, plutôt que 6. Oui. Ça crée un environnement différent. Ça va créer de l'improvisation différente. Oui. Et puis, mais moi, ça, c'est ma perspective en tant qu'arbitre. Puis là, je suis pas juste en train de t'interviewer pour t'interviewer, Gilles, mais je serais vraiment curieux de t'entendre du vécu d'un joueur qui, ça fait plusieurs saisons que tu joues maintenant, tant dans ton adolescence que dans ta vie adulte. Comment est-ce que tu as commencé à avoir les pénalités et puis comme ces règlements-là c'est quoi leur fonction pour toi en tant que joueur dans notre art? Ouais, c'est une très bonne question. Puis en fait, justement, quand tu décrivais cette idée de contrainte avec les pénalités, puis tu dis que ça existe pas nécessairement dans un autre type d'art théâtral, je me suis presque dit, je pense que t'as pas raison, Gab. Vas-y. Puis je pense que je vais rapporter une comparaison que tu as déjà faite. Oui. On partage un cher ami en commun, David Boulay. Oui. Et puis, j'aurais peut-être pas dû le nommer, mais tu vas pas dire, cette idée qu'il n'y ait pas un fan de la compétition qui existe. Cette idée que l'impro, c'est un jeu. Oui. Puis toi, t'as dit, c'est comme du wrestling. C'est vraiment du théâtre. Puis, en fait, ça m'a fait penser, dans le wrestling, tu sais, des fois, t'as des joueurs, tu sais, où ce que ils vont sortir une chaise, même si c'est pas un match de chaise. Oui. Puis ils vont tapocher quelqu'un avec une chaise. Oui. Puis ça m'a fait penser à, peut-être la semaine passée, il y a 2 semaines, quand t'as Lynn Connolly qui a interprété la même lune que la Sina et puis a reçu une pénalité de cabotinage. De cliché. Oh, excuse-moi, de cliché. Oui. Puis ça m'a fait penser, OK, les pénalités dans ma tête ont vraiment évolué. Genre, au début,
tu vois ça comme vraiment comme un no-fly zone. Oui. Surtout quand, on peut être d'accord, surtout quand ça vient des rudesses. Oui. Ou, t'es à des clichés ou des choses de même. Des cabotinages majeurs. Des cabotinages majeurs. Oui. Mais ça, des rires faciles. Exact. Oui. Là, le plus que je vois ça, il y a des fois où que tu prends la pénalité. Oui. Parce que ça rajoute au show. Oui. Parce que, tu sais, jouer la même lune, c'est drôle. Oui. Et recevoir la pénalité, en effet, oui. est aussi drôle. Oui. Je me rappelle, il y avait un impro que c'était les joueurs féminins seulement. Oui. Et puis là, je pense que c'était Rignotier qui regardait tout le monde puis dit « OK ». Puis tous les hommes des deux équipes ont vidé le banc puis sont rentrés en arrière. Puis c'était juste con. Puis tout le monde a reçu la pénalité. Puis c'était genre... Mais je suis entièrement d'accord parce que pour moi, les pénalités font partie du show, oui. font partie de l'humour, ouais. créent, comme tu dis, des zones de tabou contre lesquelles on devrait pousser. Oui. Et les contestations de pénalités sont aussi de l'improvisation. Exactement, et font oui. également partie du show. Oui. On n'est pas là pour réellement punir le monde non, c'est ça. ou les faire sentir mal oui. ou gouverner leur comportement de façon stricte et rude, oui. mais plutôt de façon humoristique qui, encore une fois, contribue juste à la nature oui. du spectacle et absolument. au rire. Oui. T'sais, pour moi, si jamais un joueur se fait expulser, je veux voir comme le plus gros blowout, oui, le plus gros rage quit, oui. table flip, etc. Oui. Parce que sinon, on a perdu une partie du spectacle puis de la oui. magie de ça. Absolument. C'est pour revenir à ta métaphore de wrestling, c'est l'équivalent de pourquoi un combat au hockey est divertissant. Oui. Nous autres, on veut importer ces mêmes fibres-là oui. dans l'improvisation. Exactement. Toute cette idée antagoniste-là de l'arbitre comme antagoniste, comme oui. heel, comme quelqu'un qu'on va huer. T'sais. Oui, absolument. Donc, absolument. Puis s'il y avait pas ces limites-là, il y aurait rien contre lequel on pourrait se repousser. Oui, je suis d'accord. Le champ de possibilités serait trop vaste, serait trop ouvert, oui. et il y aurait aucun humour dans la transgression parce qu'on serait en train de transgresser rien. Oui. Si on impose des frontières qui sont intéressantes et percutantes, oui. Quand on les traverse, c'est là où est l'humour. Oui, je suis d'accord. Oui. Puis pour retoucher sur la contestation. Oui. Là, t'as vraiment un élément où ce que... Puis encore, juste pour ceux qui savent pas c'est quoi une contestation, quand un arbitre décerne une pénalité, un joueur, le capitaine de chaque équipe ou la capitaine a le droit de contester la pénalité. Puis je trouve que t'as un moment où ce que, tu sais, le personnage, tu sais, donne des salutations les plus distinguées, tu sais, n'en rajoute vraiment vers oui. l'arbitre. Puis ensuite, l'arbitre répond de la manière qu'il veut. Oui. Et puis, cette interaction-là permet vraiment de voir le personnage de l'arbitre. Oui. Parce qu'on est d'accord qu'on eut l'arbitre, puis l'arbitre, tu sais, joue son personnage de méchant. C'est le méchant. Alors, t'arrives à vraiment voir, tu sais, les arguments, puis les put-down, on pourrait dire, que oui. l'arbitre redonne au capitaine. C'est vraiment là où on peut voir son personnage. Il est déjà 1h30, fait qu'on va faire peut-être une radiophonique de 30 secondes. J'adore toute ça. petite. J'arrive comme thème cette fois-ci, Gabriel, avec une ligne que j'ai prise d'un film de James Bond, de Sean Connery, un de mes préférés. Puis je l'ai traduit... Pas Barry Lyndon? Pas Barry Lyndon, non. Qui est un très beau film. Le thème est entracte. Oui, c'est ça. Vas-y. Le thème, c'est une première fois, c'est de la chance. Une deuxième fois, c'est le hasard. Puis une troisième fois, c'est la conspiration. OK, génial. Alors, on va faire un petit 30 secondes. Christian, donne-nous un petit décompte, puis on rentre là-dedans. 3, 2, 1, top. Come on, 6. Come on, 6. Hey! Oh, OK. Pas mal chanceux, toi, hein? Ah, mais ça... Donne-moi 2 secondes, parce que si je mets encore tous mes chips sur 6, ça se peut qu'on revienne C'est 50. chanceux. Moi, je pense pas. Moi, je vais mettre sur le 1. Ah, mon Dieu. Vas-y. OK. Roule. Je savais pas qu'on jouait au craps avec juste un dé. Ah. Come on, 6! Come on, 6! Hey! Un autre 6. OK. Mais j'avoue que moi, j'apprends le craps présentement. C'est parfait. Non, exactement. Non, on joue un craps à 1 dé, parce qu'à Winnipeg, on est seulement capable d'avoir un c'est ça. dé. Est-ce que je mise avec toi? Oui, OK. Pourquoi pas? Oui, exactement. Mais tu viens de le mettre sur le 5. Oh, excuse-moi. Oh, là, sur le 6? Oui. OK. Parce que
C'est le 6. Oui, non, mais c'est parce que c'est un dé à moi, ça ici. Ah, OK. Ah, c'est un dé spécial? Oui. OK. Mais j'ai hâte de voir ça. Come on, 6! Ah, j'ai dû la chipper parce que elle est tombée sur le 2. Moi, j'aurais dû le garder sur le 5 parce que je pense que c'est un 2 à l'envers. Et voilà. Tu sais, c'est pas toujours bon. Surtout quand on n'a pas fait de l'improvisation depuis 12 ans. Gab, depuis qu'on est le moteur de... Tu viens de dire ça, mais t'as été le moteur. Puis moi, j'étais absolument... Je t'ai lancé le thème, j'ai dit... Bon, mais j'allais me coucher, là, tu sais, parce que je sais pas quoi faire. Mais pour terminer, Gilles, puis je dis ça tout fort parce que j'ai en fait pris beaucoup de plaisir à faire ça avec toi. La valeur de se lancer dans le vide et d'embrasser l'imperfection, ça aussi, c'est une grosse valeur que j'ai pas toujours dans ma vie de tous les jours. On a tellement de temps de travailler sur un projet qu'on essaie de peaufiner ça au max. Puis de se dire, ça va être bien correct que ça soit pas bon une fois de temps en temps. C'est une immense leçon de vie que j'applique ailleurs. Ça, je pense, ça c'est vraiment beau à entendre ça, Gabriel, parce que tu sais, t'as raison. Quand on traverse un projet, tu sais, on a la phase initiale où on essaie n'importe quoi. Puis je pense que l'impro, malheureusement, mais pas malheureusement, heureusement en fait, le style de jeu, c'est que cette étape de on met n'importe quoi sur la planche pour voir si ça fonctionne, ça se passe dès le début, à chaque impro, et puis, tu sais, faut sortir de là. Puis, faut pas avoir peur de flancher, puis quand on flanche, ben correct. Personne va s'en souvenir, anyways. Bien dit, bien dit. Et ça se peut que ça donne des moments magiques où on découvre plein de choses. C'est vrai. Parce que on se rappelle à peine des bonnes impros. Tu sais, à quel point. La semaine passée, je sais pas combien de bonnes impros, puis... Je me souviens pas de ça. Ben c'est ça! Oui. Je conduisais assis, puis je me disais, c'est OK, non, peut-être, non, OK. Ben, je me rappelle pas du match. Oui. Puis ils ont mal joué, ils ont tellement bien joué. Oui. Mais c'est difficile parce que à quel point que c'est éphémère, les mémoires du show éphémère est quand même éphémère. Merci à vous deux. Quel bel environnement dans le studio ce matin. Merci à toi, Gab. Oui. Puis merci à Christian pour gérer les machines. C'est toujours un plaisir de gérer les machines. C'est un plaisir. Moi et les machines, on s'entend très bien. Et moi aussi, j'étais très content d'assister à votre belle discussion. C'était très intéressant pour moi aussi. Génial. Et très distrayant aussi. Puis la radiophonique, t'as aimé ça? La quoi? La radiophonique, notre petite impro. Oui. Pour les dés et tout. Là. Oui, c'est ça. Oui. On espère que la prochaine fois, tu vas gagner. Espérons. Mais si tu gagnes, on doit partager aussi. C'est ça. Parfait. Fait qu'on va juste dire vite la semaine qui s'en vient. Oui. On a les Verts qui affrontera les... Jaunes, me semble? Les jaunes. Oui, les verts et jaunes. Oui, les verts et jaunes. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est vrai. Pour notre dernier match avant le festival. Exactement. Alors, il y aura une pause d'improvisation. Moi, je serai toujours dans le studio. Puis pour la semaine du festival? Pour la semaine du festival, il y a une pause d'impro, mais je serai toujours ici pour parler au show de l'impro les mercredis matin avec d'autres amis. Alors, j'étais Gilles Lessard, votre agrume. Mon ami aujourd'hui, c'était Gabriel Touga. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, et merci Gilles. À toi, Christian, notre cher Gérard Machine. On se voit la semaine prochaine. Merci à vous.